La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Démocratos. Démocratos, une fenêtre ouverte sur les questions démocratiques. Démocratos, c'est tout le mardi en 15 à partir de 15h05 sur Radio de la Paix. Rediffusion les samedis à 14h. Présentation Ben Diakité. Bonjour à tous, merci de suivre nos programmes. Vous êtes à l'espace Démocratos et plateau d'échange avec un invité sur le concept de la démocratie. Pour ce premier numéro, Dr Sylvain Nguessan est notre invité. En sa compagnie, nous allons échanger sur le thème de la démocratie dans tous ses états. Bonjour Sylvain Nguessan. Bonjour monsieur. Merci d'être présent sur notre plateau. Le Mali, pays voisin de la Côte d'Ivoire, connaît des secousses politiques en ce moment. Le pays a été suspendu à la réunion des chefs d'État de la CEDEAO le 30 mai dernier à Accra. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci. C'est bien dommage pour un État comme le Mali de se retrouver dans une telle posture. On se rappelle un peu au début des années 90, après la chute du mur de Berlin, comment les hommes maliens avaient fait rêver la sous-région et partant toute la région africaine. On se rappelle alors que le président du Mali avait été renversé par une jeune militaire qui a organisé des élections libres, transparentes et ouvertes à tous, selon l'expression consacrée. Et un civil avait emporté et les militaires étaient retournés dans les casernes. Avec une nouvelle constitution, avec la liberté d'expression. En tout cas, les hommes maliens avaient fait rêver. Malheureusement, cet espoir d'une paix meilleure, d'une liberté meilleure, de plus et mieux de liberté, n'a pas pu réaliser l'espoir qui était placé en lui. Et le Mali va depuis lors de coup d'État en coup d'État, avec une présence terroriste dans le nord du Mali, qui n'attire pratiquement plus l'attention des militaires qui font la pluie, le beau temps à Bamako, qui sont devenus maintenant des experts sur les questions de coup d'État. C'est malheureux pour les hommes du Mali, pour un pays frère, le Mali, nos cousins maliens. Maintenant, est-ce que le colonel Goïta va parvenir à ramener la démocratie sur la bonne voie au Mali? On l'espère bien. Maintenant, la suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine, ça va de soi. Ça va de soi à partir du moment où l'ordre constitutionnel est remis en cause de manière si brutale. C'est normal que le Mali soit suspendu. En même temps, de mémoire d'observateur, on sait que toutes ces mesures, s'il y a, ça ne pèse que sur le peuple. Voilà, ceux qui sont au devant de la scène, ils ont d'autres moyens pour s'approvisionner, s'il y avait des mesures plus corsées. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de sanctions économiques, de sorte à ce que le peuple frère du Mali, qui souffre déjà de l'occupation d'une bonne partie de son territoire, avec les incidences économiques, sociales sur leur vécu quotidien, ne subissent pas encore d'autres contre-coups liés à ce dernier coup d'État. Donc, on espère que ça sera juste la suspension au niveau des instances décisionnelles de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais que nos cousins maliens ne subiront pas de mesures qui auront des incidences véritables sur leur vécu quotidien. Merci Sylvain Nguessan. Nous allons suivre ensemble maintenant la votre biographie qui vous présente. Sylvain Nguessan est notre invité aujourd'hui dans le cadre de notre émission Démocratos. Présentation de l'invité. Sylvain Nguessan est docteur en théorie politique, expert en géopolitique, droits de l'homme et en relations économiques et internationales. Il a travaillé sur les thématiques d'action civilo-militaire, le DDR, la réforme du secteur de la sécurité, la consolidation de la paix et la gestion de projets. Analyste politique et sécurité pour divers médias, Dr Sylvain Nguessan collabore avec la RTI, France 24, RFI, BBC, TV5 Monde, Le Monde, Mediapart, Le Figaro, West Africa Démocratie Radio, NCI, Radio de la Paix. Par ailleurs, il assume les charges de directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Sylvain Nguessan, est-ce que cette présentation faite de vous convient? Elle me va bien. Elle vous va bien. Le thème qui nous réunit ce matin est la démocratie dans tous ses états. Avec vous, nous allons voir ce que recouvre ce concept de démocratie. Pour vous, la démocratie, qu'est-ce que c'est? Bon, on va pas sortir des sentiers déjà battus, même s'il faut toujours essayer d'apporter des éléments nouveaux. La démocratie, selon l'expression consacrée, c'est la volonté du peuple par le peuple, mais aussi pour le peuple. Il faut laisser le peuple décider, parce que quand ce n'est pas le peuple qui décide, quand c'est d'autres instances qui décident, le peuple pourrait ne pas adhérer à ce projet-là. On a l'impression qu'on est dans une dictature, donc ce n'est pas une affaire des guides éclairés qui décident à la place du peuple, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple encore qui décide pour le peuple. En décidant, il faudrait que le peuple sache qu'il est en train de décider pour lui-même.
que celui qui va vivre les incidences, celui qui va vivre les conséquences. Ce ne sont pas d'autres personnes qui vont venir vivre les conséquences des décisions qu'ils sont en train de prendre. Donc cela implique un peuple responsable qui décide pour lui-même, qui assume et qui accepte aussi d'exécuter ce qu'il a décidé de lui-même. Donc cela implique des droits et des devoirs. Il n'y a pas que des droits dans la notion de démocratie, il y a aussi la notion de devoir. Devoir de respecter les autorités que ce peuple a élues, devoir d'exécuter les décisions prises par ces personnes que le peuple a élues, ceux qui le représentent, etc., etc. Donc la démocratie, c'est un peu ça. N'oublions pas les devoirs que la démocratie implique. Nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Sylvain Guessant, si vous permettez, nous allons écouter ensemble le micro-trottoir que nous avons réalisé sur le concept de démocratie. Nous avons été à l'intérieur du pays, précisément dans le Lot-du-Bois, où nous avons tendu notre micro aux populations du Lot-du-Bois pour voir ce qu'elles pensent de la démocratie. Suivons ensemble. Vox Pop. C'est un système dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Tout le monde est la même chose. Si c'est ce que tu veux, tu peux parler. Ce que tu veux, tu peux faire. Tout le monde est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mieux que ça. Voilà, c'est ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Ouais, je ne maîtrise pas les contours de la démocratie. Donc je ne connais rien de la signification de la démocratie. Moi, la démocratie, c'est voter la personne que tu veux voter là. Non, mais c'est pas ça, c'est la démocratie là. Parce que maintenant, il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Les gens nous imposent des lois, n'importe quoi, on ne comprend rien. Pourtant, la démocratie, tu es libre de voter la personne que tu veux, tu es libre de donner ton opinion. Mais une fois que tu donnes ton opinion, on t'amène de l'autre côté. Ça fait même démocratie, là, même mot démocratie, là. Moi, c'est même pas si ça existe encore en Côte d'Ivoire. Sylvain Guessant, vous avez suivi avec nous cette réaction des populations du Lot-du-Bois sur le concept de démocratie. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, on voit un peuple qui aspire quand même à certaines libertés. Des gens qui estiment que certaines lois leur sont imposées. Peut-être que c'est un déficit de communication. Ces gens-là peut-être ne savent pas qu'après avoir élu des députés, c'est à eux de voter, mais que les députés devraient aller vers le peuple et consulter avant de voter. Donc parler de dictature, alors ne pas toujours comprendre la démocratie, c'est un peu fort quand même. Je pense que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, en dehors des querelles purement politiciennes, pour le vote des lois, la ligne rouge n'a pas encore été franchie, je pense bien. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, il s'agit de discuter sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et le thème, c'est la démocratie dans tous ses états. Précédemment, vous expliquiez que dans le cadre de la démocratie, cette forme de gouvernance, il y a à la fois des devoirs et des droits. Alors, devoirs, comment on doit comprendre, et les droits, comment on doit aussi l'entendre. Les droits, pour le commun, c'est tout cet arsenal juridique qui protège le citoyen, qui fait que le citoyen ne peut pas être livré aux humeurs du plus fort, qui fait que le plus faible n'est pas forcément écrasé par le plus fort. Il y a des droits qui sont dits universels, qui s'appliquent donc à tous les citoyens, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit votre trajectoire professionnelle. Ces droits-là s'appliquent à chacun de nous. Bien évidemment, pour vivre dans une société, également, il y a des devoirs. Les règles sont édictées, payer les impôts, respecter les règles de cohabitation, il y a un exemplaire à respecter les feux lors des circulations. Ce sont des devoirs qui s'imposent à chacun de nous. Respecter les autorités, reconnaître l'autorité de l'État, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire qu'il a élu. C'est un devoir pour chacun de nous. Respecter les représentants de l'État. C'est un devoir pour chacun de nous, quel que soit celui qui a remporté les élections, celui qui mandate sont ses représentants, et c'est un devoir pour nous de les respecter, de collaborer avec eux, de travailler avec eux. Alors, dans le cadre donc de cette démocratie, on voit l'érection de certaines institutions, notamment des institutions chargées de voter des lois, d'autres qui sont chargées d'exécuter ces lois. À quoi répond l'érection de ces institutions-là dans la vie sociale ? Bon, c'est le principe sacré de la séparation des pouvoirs, sur la base que si le pouvoir est incarné par une seule institution, naturellement il va en abuser. Donc il faut des contre-pouvoirs pour pouvoir équilibrer ces pouvoirs-là. Bon, malheureusement, sous les tropiques, il n'y a que le responsable de l'exécutif et encore le responsable du pouvoir judiciaire. Donc on se demande bien s'il y a séparation des pouvoirs. Il n'y a que, nous sommes dans un régime hyper-présidentialiste, avec le président qui nomme, par exemple notre constitution, l'article 67, le président, le chef suprême de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. Il nomme sans consulter quelqu'un, on se demande bien s'il y a un contre-pouvoir en face. Est-ce que le modèle qu'on connaît par exemple aux États-Unis, où quand même le président a mené à consulter le Sénat en vue de certaines nominations, cela ne pourrait pas un tant soit peu équilibrer
un peu les choses entre les différents pouvoirs, de sorte à ce que les magistrats bénéficient d'une certaine immunité, d'une certaine protection juridique, de sorte à pouvoir travailler convenablement sans toujours se plier, disons, sans devenir forcément une caisse de résonance. Est-ce qu'on est prêt pour ces choses-là? Mais avec le régime hyper-présidentialiste que nous avons sous nos tropiques, c'est un peu difficile quand même de parler de séparation de pouvoir. On attend souvent, dans le cas donc de la démocratie, des thèmes comme le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif. On va aller pas à pas. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit entendre par pouvoir exécutif. C'est quoi le pouvoir exécutif? Non, le pouvoir exécutif est incarné par le président de la République qui est élu selon notre constitution. Voilà. Donc une fois que il est élu, que la Cour constitutionnelle a reconnu sa victoire, qui est reconnue bien évidemment par les autres candidats à l'élection, celui-là bénéficie du pouvoir exécutif qui permet de gérer la nation et donc de prendre certaines décisions, de susciter certains débats. Bon, il consulte l'Assemblée nationale sur des points assez importants comme le vote du budget, mais celui qui met en place un gouvernement, celui qui nomme aux directions centrales de l'administration, c'est lui également qui dirige l'armée en vue d'assurer la protection de la population, en vue de défendre également le territoire, l'intégralité du territoire. Donc, il détient le pouvoir exécutif. Maintenant, le pouvoir législatif, c'est celui des députés qui ont été votés par le peuple, donc qui siègent à l'Assemblée nationale, qui ont l'initiative de loi aussi, même si généralement en Côte d'Ivoire, ils se contentent des projets de loi formulés par l'exécutif, mais ils en ont également l'initiative. Maintenant, le pouvoir judiciaire. Oui, faire exécuter les normes juridiques, veiller à l'application du droit, de sorte à ce que les plus forts n'écrasent pas les plus faibles. Alors donc tous ces trois pouvoirs vont se côtoyer, se toucher, mais l'un ne doit pas dominer l'autre. Si l'idéal serait que les trois puissent cohabiter, disons, coordonner certaines actions sans écraser les autres, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas sous les tropiques, dans la pratique. Mais où est-ce qu'on peut classer la presse parmi ces trois pouvoirs? Comment on doit comprendre ça? Bon, la presse a son statut, celui de la société civile, que notre constitution a érigé en valeur, dans la mesure où aujourd'hui la presse en Côte d'Ivoire c'est le 4e pouvoir. Maintenant, la société civile, c'est un peu de tout. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, combien d'ONG nous avons qui fait partie de la société civile? Si on doit donner un effectif, je demande bien sûr le ministère de l'Intérieur en est capable. Donc c'est difficile de s'organiser dans cette instance. Bon, heureusement, il y a quelques fêtières qui participent à beaucoup de débats. Lors du dialogue politique, par exemple, la société civile a été fortement représentée par certaines fêtières. Bon, d'autres ne sont pas toujours d'accord, mais au moins, nous avons des représentants dans ces instants clés de la République. Et je crois que c'est déjà important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'étalon qui nous permet de dire qu'un pays est démocratique ou ne l'est pas? C'est sur quoi on se base pour mesurer l'état de la démocratie dans un pays, par exemple? L'un des premiers critères, c'est le respect de la Constitution. Une fois que les règles de la Constitution sont respectées dans un pays, notamment les droits de première génération, de seconde génération, etc., on se dit que dans ce pays, il y a la démocratie. Mais quelles que soient les mesures qui sont prises dans le domaine du social, par exemple, quelles que soient les aides économiques, sociales qu'on apporte aux différentes populations, quand la Constitution n'est pas respectée, c'est difficile de parler de démocratie. Donc la démocratie, c'est le respect de la Constitution, si vous voulez, des règles qu'on s'est fixées. Donc le respect de la Constitution. Alors quel est votre regard sur la démocratie sur le continent? On sait que la plupart des États de l'Afrique, c'est à partir de 60 que ces États vont accéder à l'indépendance. Aujourd'hui, si vous devrez faire une évaluation de la marche de la démocratie dans tous ces États, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que ça va bien ou bien on doit améliorer ou peut mieux faire? Quelle est votre appréciation sur le regard de la démocratie dans tous ces pays du continent? Bon, de manière générale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, il y a des efforts quand même à fournir. Les espoirs que les populations avaient placés en leurs dirigeants ou alors en l'ère nouvelle de 1990 n'a pas porté le fruit qu'on attendait. Voilà, vous prenez l'exemple du Mali, du Burkina et même de plus en plus du Bénin en Afrique de l'Ouest. Pratiquement, il ne nous reste plus que le Sénégal et le Ghana où quand même les populations bénéficient de certaines libertés qui sont quand même prévues dans la Constitution. Donc, de manière générale, je dirais qu'il y a mieux à faire et on peut faire mieux que cela. Un des indicateurs que je suis également, c'est qu'est-ce que les vainqueurs des élections font de ceux qui ont perdu les élections? C'est une question qui n'est pas toujours résolue facilement
facilement en Afrique. C'est généralement celui qui a remporté les élections, celui qui l'a remporté, il devient un peu l'homme fort, il écrase à gauche, à droite, c'est lui qui va venir maintenant s'attaquer à la Constitution, à faire modifier des lois de sorte à s'accaparer une plus grande partie encore. Il faudrait un peu revoir ce côté-là. Qu'est-ce que le vainqueur d'une élection en Afrique fait de ceux qui ont perdu? Qu'est-ce qu'il fait des régions qui ne l'ont pas voté? Qu'est-ce qu'il fait des partis qui se sont opposés un peu à certains de ces projets? Il faudra un peu revoir de ce côté. Sinon, je pense que dans l'ensemble, on peut mieux faire que ça. Bon, 60 ans maintenant, c'est ça? Oui, 60 ans. Après l'indépendance, bon, c'est beaucoup, mais quand même, on sait qu'un pays comme la France a fait combien de siècles de guerre, les États-Unis également. Bon, on ne va pas encourager l'État qui prévaut. On peut mieux faire, mais on n'est pas forcément sur la mauvaise voie. Voilà, aujourd'hui, on peut critiquer les présidents de la République sur la place publique, sur les réseaux sociaux, sans que cela vous conduise forcément en prison. Mais pourquoi on dit que la démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance? Est-ce que c'est votre réflexion? C'est mon avis. Parce que bon, la démocratie implique la recherche permanente du compromis. Donc, vous suivez l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'est pas toujours d'accord, il ne s'agit pas de distribuer des points, mais vous voyez qu'à certains moments, le président convoque les autres partis politiques pour dire il est temps de négocier. Dialogue politique. Donc des gens qui ne sont pas membres de l'exécutif, donc de l'opposition, mais qu'on appelle, qui sont entendus, qui donnent leur avis sur certains sujets clés de la nation. C'est cela que la démocratie est l'un des meilleurs systèmes. Celui qui est élu n'est pas forcément le plus intelligent, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus brillant. De temps en temps, il appelle les autres pour les entendre, pour susciter un certain consensus sur certaines questions. La preuve, les législatives du 6 mars se sont passées sans violence, parce qu'au préalable, il y avait eu des négociations entre l'exécutif, entre l'opposition, la société civile, et ils étaient parvenus à certains points. Donc la démocratie, pour moi, ouvre tellement de perspectives en ce sens-là. Chaque fois qu'il y a un sujet clé, le président a le droit d'appeler les opposants, la société civile, pour dire sur tel sujet, comment vous voyez, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc une approche participative qui fait que chacun de nous se retrouve dans la décision qui est arrêtée. C'est cela que la démocratie est, à mon sens, le meilleur régime. Alors aujourd'hui, quelles sont les menaces pour la démocratie sur le continent? Quels sont donc les dangers qui guettent notre démocratie? Bon, de plus en plus, l'armée s'érige en pilier de la gouvernance. Ça, c'est un peu regrettable quand même. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, l'armée refuse de rester la grande muette. Ça, c'est un peu regrettable. Ensuite, quoi qu'on dise, il y a la menace terroriste qui amène de plus en plus les présidents à prendre des décisions dans l'urgence sans forcément avoir le temps de consulter qui que ce soit. Parce que, bon, de vous à moi, quand Bolé est encerclé, le président ne va pas attendre de convoquer l'Assemblée nationale, convoquer les sénateurs, les entendre pour arrêter une décision. Sur le vif, il faut prendre une décision. Maintenant, après coup, on peut se rendre compte que peut-être il a outrepassé tel droit, il a outrepassé tel article de la Constitution, mais il était obligé de réagir à ce moment précis. Donc, bon, cela joue un peu dans la prise de décision au niveau national. Tout cela peut constituer, et puis n'oublions pas aussi la menace, la pauvreté qui fait que, bon, les gens sont un peu dans tout. Le président est obligé ceux qui gèrent l'État sont obligés de veiller d'être dus à certains moments selon le peuple. Le peuple voudrait se débrouiller dans tel secteur pour pouvoir se nourrir, alors que c'est interdit par la loi, etc. Il y a des menaces qui sont là. Donc, la menace du terrorisme, la pauvreté. Et il y a aussi que le peuple n'est pas suffisamment sensibilisé sur certains sujets. Voilà, malheureusement, la société civile n'a pas toujours les moyens de pouvoir sensibiliser la population sur certaines questions, de sorte à ce qu'elle adhère à la vision de l'exécutif ou alors à ce que nous puissions nourrir un projet d'avenir commun. Alors, sur les notions d'inclusion politique et économique, que vous pourrez nous en dire quelque chose? Oui, l'idéal serait que sur tel projet, par exemple, que l'Assemblée nationale soit suffisamment informée, le Sénat également, et qu'à leur tour aille dans les régions où ils ont été votés pour sensibiliser les populations. Mais dans la pratique, c'est lourd, c'est coûteux et ça prend du temps. Donc le président a le droit aussi, il est élu, la Constitution donne le pouvoir de donner l'orientation stratégique de son choix, d'informer ses collaborateurs, les ministres, etc., pour dire, par exemple, dans telle localité, il y aura 50 km de bitume, dans tel autre, il y aura 20 km, ailleurs, ça sera 10 km, etc., etc. Bon, le peuple ne voit pas toujours les choses de cette manière. Il voudrait que cela se traduise par ce qu'on appelle de plus en plus le développement inclusif. Mais le développement inclusif, ça demande du temps pour que le peuple puisse percevoir les retombées des investissements de l'exécutif. Quand on construit une voie, c'est difficile d'évaluer ces retombées dans les 6 mois qui suivent. Il faudra peut-être attendre 2 ans, 3 ans pour voir les commerces qui ont pu se développer et les activités qui ont pu se développer
développé du fait de cette voie qui a relié 2 localités, 3 localités, 4 localités, etc., etc. Donc le développement inclusif, ça demande un peu plus. Puis bon, je pense que quelques efforts ont été faits quand même. Les centres de santé, les écoles, elles ne sont pas forcément les meilleures, mais il y a un minimum qui a été fait. Donc je pense qu'en termes de mesures sociales, un minimum quand même a été fait. Mais bon, avec 48% de pauvres dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est difficile de satisfaire tout le monde. C'est trop. Les gens mettent souvent le doigt sur la gestion des ressources publiques. On parle de malgouvernance très souvent sur le continent. Comment on peut adresser ce défi-là? Je pense que la position de la Côte d'Ivoire sur ces questions-là s'est un peu améliorée. Au début, il y avait eu des rapports qui parlaient de 60 à 80% de gré à gré, mais ce sont des questions qui de plus en plus se corrigent. On a vu ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire le bitume biodégradable, mais depuis ces 3 dernières années, on n'en entend plus parler. Donc je pense qu'en matière de passation des marchés, il y a des choses qui ont été revues. On a vu une mairie comme Koumassi avec son maire, le ministre Bakongo. C'est pas une manière de forcément lui distribuer des points, mais on a vu un peu ce qui s'est passé dans la commune de Koumassi, comment un élu a pu transformer une mairie. Donc on ne dira pas forcément que les élus gèrent mal les budgets qui sont alloués aux collectivités qu'ils dirigent. Je pense que quand même il y a quelques efforts de part et d'autre. Il faudra toujours pas faire. Il faudra auditer un peu plus. C'est juste que la Côte d'Ivoire est dotée d'une institution en vue de l'audit des finances publiques. Donc il faudra poursuivre les efforts dans ce sens-là pour que les autres élus puissent copier l'exemple du maire de Koumassi et qu'on voit dans nos collectivités les conditions de vie et de travail s'améliorer. Le mot-clé. La 4e rubrique de notre émission, il s'agit du mot-clé, un mot qui est en rapport avec la démocratie. Quel est donc ce mot-clé que vous avez choisi pour vous et pourquoi vous avez décidé de choisir ce mot-clé? Moi, le mot-clé, c'est le compromis. La démocratie comme étant la recherche permanente du compromis. Donc, il n'y a pas de solution, de position figée. Quand la nation rencontre un challenge, quand elle est confrontée à une difficulté, il faudrait que les différents acteurs s'asseyent pour discuter, pour trouver un compromis. Non pas une compromission, mais encore moins une confrontation. Il faut trouver un compromis qui peut évoluer en fonction du contexte pour que la vie puisse évoluer. Par exemple, aujourd'hui, la question de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, son parti politique dit qu'il arrive le 17. J'ai lu sur les réseaux... Le 17 quoi? Le 17 juin 2021. Que l'exécutif dit n'avoir pas été associé à cette prise de décision, alors que c'est à lui qui revient de prendre les mesures sécuritaires pour son arrivée et sa nouvelle vie en Côte d'Ivoire. Donc on a 2 positions qui sont opposées. Donc c'est la recherche du compromis. Il faudrait s'asseoir pour que les deux puissent parvenir à un certain point qui n'est pas forcément la compromission, qui n'est pas aussi la confrontation. Donc personne ne sort humilié, personne ne sort avec un ego démesuré. On trouve, si ce n'est pas le 17, si l'exécutif n'est pas en mesure de prendre les dispositions sécuritaires d'ici le 17, il faut trouver une nouvelle date dans laquelle ils puissent prendre les mesures sécuritaires pour... Donc, pour moi, la démocratie, c'est la recherche permanente du compromis. Une fois qu'on aura accepté cette recherche permanente, on ne va jamais se braquer, on va éviter la confrontation, on va toujours s'asseoir pour échanger sur la base qu'on peut toujours arriver à un point d'accord. Merci Sylvain Nguessan pour ces explications. Nous allons aborder la dernière partie de notre émission. Il s'agit de la synthèse et recommandations. Et en synthèse et recommandations, nous allons revenir sur la thématique du jour, la démocratie dans tous ses états et qu'est-ce qu'on doit retenir en quelques mots sur ce thème-là, la démocratie dans tous ses états et quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler dans le cadre donc de cette thématique débattue ce matin. La démocratie, quoi qu'on dise, c'est le meilleur régime en tant que système de gouvernance, permet à chacun de nous de pouvoir poursuivre ses objectifs sans être écrasé par les plus forts. La démocratie est encouragée. Il faudrait que la société civile joue son rôle permanent d'éducation, de sensibilisation. Et une recommandation qu'on pourrait faire, peut-être qu'il serait temps de permettre des chaînes en langue locale pour que certains projets soient débattus également dans nos localités. Quand on aura des chaînes qui vont diffuser certaines informations clés sur des débats à l'Assemblée nationale en Sénoufo, en langue Oué, en langue Baoulé, Agni, Koyaga, etc., je pense que ça pourra améliorer la compréhension de nos populations. Il ne faudra pas seulement faire une affaire d'érudits, d'élite, il faut permettre aussi aux populations locales de participer, de comprendre ces débats-là. Donc voici un peu la recommandation que je ferai aujourd'hui. Tant que ce sont les fils qui sont habillants, qui vont téléphoner aux parents au village pour faire le compte rendu, ils ont le temps de manipuler
les populations comme une entente. Alors quand le monsieur comprend dans sa langue ce qui est débattu à l'Assemblée nationale, ça lui permet de se faire une opinion et de moins se faire manipuler. Sylvain Nguessan, comment, selon vous, on peut améliorer la démocratie sur le continent? Bon, je pense que d'abord, au niveau des constitutions, il faut diluer le pouvoir de l'exécutif. Tant qu'on aura des pouvoirs exécutifs si forts, rien ne les empêchera d'écraser les autres. Donc, faire de la séparation des pouvoirs une réalité. Pour emprunter l'expression de Barack Obama, il faudra avoir des institutions assez fortes qui puissent canaliser, endiguer le pouvoir des uns et des autres, l'agir des uns et des autres, de sorte que le plus faible ne soit pas toujours écrasé par le plus fort. Merci Sylvain Nguessan pour toutes ces explications sur la démocratie. Le thème qui nous réunissait ce matin est la démocratie dans tous ses états. Et nous étions dans le cadre de l'émission Démocratos. Merci à vous et puis à nous retrouver très très prochainement. C'est moi qui vous remercie. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous ont présenté Démocratos, une émission ouverte sur la démocratie. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.